Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver ici dans notre nouveau décor. Comme je vous l'avais annoncé dans notre vidéo sur la chaîne Nouvel Horizon, cette rentrée de septembre sera marquée par beaucoup de changements, à commencer par notre format. Nous nous retrouverons dorénavant 2 fois par mois pour un rendez-vous de décryptage d'un sujet d'actualité. Avec l'équipe, nous allons tenter de fouiller, en mobilisant une grande diversité d'experts, certains des sujets qui ne nous sont présentés que par le prisme du fait divers. Quelles sont les origines de ces phénomènes, les éléments essentiels pour les comprendre et parfois, quelles sont les raisons pour lesquelles tout cela reste dans le flou? Pour ne pas rester perdu dans les méandres de l'information, nous allons tenter de vous proposer une information simple. C'est pour toutes ces raisons que nous avons rebaptisé notre émission « Ça coule de source », car nous remonterons toutes les sources de l'information, mais en mode simple et direct. On y va? Allez, c'est parti avec l'actualité récente et le trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a dit le 9 septembre dans les colonnes du Parisien. C'est la bataille de Stalingrad et qu'il faut contenir la pieuvre. Pour cela, il annonce la création d'une unité d'investigation nationale sur le modèle de la CRS 8. Comme vous le savez, ces annonces font suite, entre autres, à un récent fait divers, celui de la mort du petit Fayed, un garçon de 10 ans victime d'une balle perdue près d'un point de deal à Nîmes. 3 jours plus tard, toujours dans le même quartier Pisevin, près de Nîmes, un homme de 18 ans a lui aussi été tué par balle sur fond d'affrontement entre bandes rivales liées au trafic. À Marseille, on ne compte plus le nombre de règlements de compte à l'arme lourde et de corps retrouvés calcinés dans le coffre des voitures. Plus besoin d'aller en Amérique du Sud pour retrouver des cartels de la drogue ultra violents. Et pas besoin d'héroïne. Maintenant, on peut se tuer pour du cannabis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ferons le focus sur l'herbe qui ralentit l'esprit. Nous aborderons aussi, sous la forme d'une mini-série d'émissions dédiée au sujet, l'émergence des nouvelles drogues de synthèse, les nouvelles baronnies de dealers et la drogue comme index de misère sociale. Mais aujourd'hui, plein feu sur le cannabis. Alors, quelle est la tendance de ce marché du cannabis? Eh bien, il est en pleine croissance, tout comme ses modes de consommation. Les dealers ne sont que le dernier maillon d'une grande chaîne de commerce international. Avant d'entendre la sociologue Sarah Perrin nous proposer une solution pour enrayer le trafic, commençons par une présentation de ce business et de ses évolutions. Si l'on se replonge dans les années 90, c'était la résine marocaine qui dominait le marché français du cannabis. À cette époque, si vous vouliez de l'herbe, il fallait se tourner plutôt vers les Pays-Bas, qui avaient boosté leur production dans les années 80. Mais tout a changé avec l'arrivée des herbes hybrides du Maroc, faisant le cannabis la substance illicite la plus populaire en France. En 2021, presque la moitié des adultes en France ont dit avoir déjà essayé. Et ce n'est pas que pour les jeunes, même les quadras s'y mettent. Et devinez quoi? Le marché français du cannabis est l'un des plus gros en Europe. On parle de 5 millions d'utilisateurs par an et d'un business de 1,2 milliard d'euros. Rien que pour l'année dernière, les saisies d'herbes ont atteint un record avec 41 tonnes. Du côté de la résine, 88 tonnes saisies. Mais dans ces chiffres vertigineux se cache un clivage qui est en train de s'opérer entre les deux substances. En effet, depuis les années 2000, beaucoup optent pour l'herbe, perçue comme plus naturelle, tandis que la résine a l'image d'un produit bas de gamme, car souvent coupé avec des produits comme du cirage, du henné, voire même de l'huile de vidange. Mais pour l'herbe, alors là c'est tout l'inverse. On pourrait même dire que c'est un peu le bio du cannabis. Et devinez qui sont les gros consommateurs d'herbe? Les catégories sociales les plus aisées. Pourquoi? La raison est simple. En optant pour l'herbe, ils s'assurent un produit de meilleure qualité et évitent ainsi les points de deal dans les cités. Nous assistons même à une montée en flèche de l'autoculture. Alors bien sûr, la culture en extérieur, c'est pas nouveau. Ça fait déjà une quarantaine d'années. Mais avant, c'était surtout dans le sud à cause du climat et dans quelques coins de la Martinique ou de la Réunion. Mais maintenant, avec l'explosion des boutiques qui vendent tout le matériel nécessaire pour cultiver chez soi, tout le monde s'y met. Et pas seulement dans le sud, mais partout en France.
Alors pourquoi les gens font ça? Pour être indépendants et savoir surtout ce qu'ils consomment. C'est un peu le do-it-yourself du cannabis. Attendez, il y a mieux. Avant en France, c'était surtout des petits cultivateurs qui faisaient pousser quelques plants dans leur placard. Mais maintenant, il y a même des plantations énormes avec des dizaines, voire des centaines de plants qui alimentent des marchés régionaux super dynamiques. Et devinez quoi? Le cannabiculteur expert, celui qui maîtrise tout de A à Z, est devenu une figure courante. Par exemple, à Toulouse en 2016, il y avait même des coopératives de producteurs, même si c'était illégal. Et même si l'herbe a le vent en poupe, vous doutez bien que les producteurs marocains de résine n'allaient pas en rester là. En effet, derrière le dealer des cités se cache une organisation extrêmement organisée et qui va jusqu'au groupe international. Pour bien comprendre, regardons ensemble cette représentation. Comme vous pouvez le voir, cela démarre tout en haut par les grossistes internationaux, qui sont directement liés au cartel. Leur but est d'acheminer les marchandises vers plusieurs pays, dont la France. Les intermédiaires, eux, ce sont les coordinateurs. Ils assurent le bon déroulement des transactions. Puis ensuite ceux qui sont aux avant-postes pour importer la drogue en France. Et enfin, on finit avec les strates d'en dessous, elles assurent le bon déploiement sur le territoire de toute cette marchandise. Alors, toutes ces drogues voyagent la plupart du temps par des itinéraires bien connus. Le cannabis, qui est principalement produit dans la région du Rif, au Maroc, traverse la Méditerranée pour être le plus souvent réceptionné sur la Costa del Sol, en Espagne. Ça, c'est juste une étape, car l'herbe et la résine sont ensuite remontées vers le nord à toute vitesse. Oui, vous l'avez compris, je parle des GoFast. Sur cette carte, disponible sur le site de la Fondation Jean Jaurès, chaque point noir représente une interception de GoFast entre les années 2010 et 2020. La taille de ces points illustre la fréquence d'interception. Un petit point signifie un GoFast intercepté, tandis qu'un gros point en évoque 6. Maintenant, imaginez que chaque voiture saisie puisse contenir des centaines de kilos de cannabis. On voit tout de suite l'ampleur de ce phénomène. Si vous observez attentivement, vous noterez que les Pays-Bas apparaissent comme un point d'approvisionnement. On pourrait imaginer que ce soit une porte d'entrée majeure. Eh bien non, car la majeure partie des interceptions se situe dans le sud de la France. En gros, pour simplifier, les principales routes empruntées depuis l'Espagne sont les autoroutes A9 et A7, suivies par l'A10. Et en ce qui concerne le nord, les trafiquants privilégient la A1, la A11 et la A81. Les trafiquants ont adapté leur méthode aux grandes voies de commerce mondiales. C'est un peu comme si la criminalité prenait le ferry en quelque sorte. Il y a pourtant un territoire auquel vous n'avez peut-être pas pensé, mais qui offre une zone quasi infinie pour le deal. Je parle du digital. Oui, absolument. La drogue se vend aussi en ligne. Des applications comme WhatsApp ou encore Telegram sont devenues les nouvelles places du marché. En 2019, l'Institut de recherche et d'études en droit de l'information a révélé que des dealers profitaient de ces plateformes sociales pour lancer des promotions comme, écoutez bien, c'est assez cocasse, 1 gramme acheté, 1 gramme offert. La France est complètement touchée par ce phénomène. En juillet 2020, un gros réseau a été arrêté en Bretagne. Écoutez attentivement. Le chef de cette organisation avait carrément lancé sa marque Ubersheet en faisant sa promo sur les réseaux. Nous vous en dirons plus dans une nouvelle émission qui fera le focus justement sur ces fameux réseaux de blanchiment issus du trafic. Mais revenons au sujet principal. Alors, face à cette croissance et cette décomplexification des réseaux liés au cannabis, un mot revient régulièrement, c'est celui de la légalisation. Alors, doit-on vraiment légaliser ce cannabis? Avant de tenter d'y répondre, appuyons-nous d'abord sur un rapport du Conseil économique, social et environnemental qui a fait du bruit. Pourquoi? Eh bien, ce dernier plaide pour une légalisation du cannabis, mais sous le contrôle strict de l'État. Il remet purement et simplement en question sa prohibition qui serait synonyme d'augmentation de la consommation. Un avis partagé d'ailleurs par la sociologue Sarah Perrin que nous avons interviewée. On l'écoute. Alors moi je suis favorable à la légalisation de toutes les substances actuellement illicites.
Je vais vous expliquer mon point de vue, je l'espère de manière succincte. La prohibition des drogues est inefficace à tous les points de vue. On le voit avec le cannabis en France. On a l'une des lois les plus sévères d'Europe concernant le cannabis, et on a parmi les usages les plus élevés d'Europe. La prohibition ne permet donc pas de limiter les usages. Elle aggrave les inégalités économiques, sociales, de genre entre les usagers qui peuvent se faire interpeller. Et on sait que les usagers interpellés sont majoritairement de jeunes hommes racisés et précaires qui vivent dans des banlieues ou dans des zones défavorisées. La prohibition aggrave les problèmes sanitaires, puisque on va consommer une drogue qu'on n'a pas le droit d'avoir, on va l'acheter en ayant peur de se faire arrêter, donc on va pas pouvoir vérifier le produit. Je promeus plutôt le modèle de légalisation à la québécoise, avec des magasins d'État, comme la Société québécoise du cannabis, qui vendent un produit contrôlé au niveau étatique, avec des vendeurs certifiés, avec des limites sur le pourcentage de THC, etc., etc., et avec un accent mis sur les politiques publiques de santé. L'idée étant vraiment de proposer une politique qui permettra le mieux-être sanitaire de la population. Donc oui, en effet, les trafiquants ont une longueur d'avance. Oui, il est possible qu'ils mettent sur le marché des nouvelles substances, ou qu'ils proposent les mêmes substances légalisées mais moins chères. C'est pour ça que quand je cite le modèle canadien sur lequel j'ai pas mal travaillé, pour moi il est vraiment essentiel quand on légalise, de travailler sur les prix. Le Canada par exemple avait fait un grand sondage avant de légaliser le cannabis pour connaître le prix au marché noir de l'herbe qui était vendue, et pour proposer un prix qui était légèrement plus bas que celui du marché noir, mais pas trop bas non plus pour ne pas être incitatif, pour ne pas inciter à l'usage. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait faire. Cette question est complexe, car d'un côté, les réseaux du narcotrafic pourraient se retrouver affectés par cette légalisation. Mais dans le même temps, sa plus grande accessibilité pourrait-elle engendrer un risque au niveau santé pour les consommateurs? Et quand je pense aux consommateurs, je pense aussi notamment aux jeunes. Une étude de février 2022 de l'Institut national de santé publique du Québec sur les effets de la santé nous rappelle que la consommation fréquente ou dépendante de cannabis est associée à une baisse de près de 2 points du QI général et de 3 points pour le QI verbal. Cela a aussi des effets fonctionnels et structuraux sur le cerveau. Même si quelqu'un consomme du cannabis seulement de temps en temps, cela peut provoquer des modifications dans le fonctionnement du cerveau. Ces modifications peuvent se manifester par des comportements inhabituels lors de tâches qui nécessitent simplement de visualiser ou encore d'organiser l'espace autour de nous. Ces changements dans le cerveau peuvent durer même si la personne arrête de consommer du cannabis pendant une longue période. Nous avons interrogé le docteur Tony Romuald, chef de service en addictologie de CHE de la Guadeloupe, qui nous en dit plus à ce sujet. Alors sur le cerveau, on sait aujourd'hui, et de plus en plus, que le cannabis il va entraîner un certain nombre de conséquences donc, sur le cerveau, notamment à titre de perte de mémoire. On va avoir des problèmes de concentration, d'attention. Un jeune qui peut avoir d'ailleurs des problèmes de sommeil, parce que très souvent le cannabis est pris par les jeunes pour certains pour s'endormir, mais on sait par exemple que le sommeil ne sera pas réparateur, donc il va être plus fatigué. Il peut avoir un petit peu, voilà, ce qu'on appelle un peu un ralentissement, un petit peu de fonctionnement. On parle de troubles cognitifs, donc on peut avoir bien sûr des accidents dans la voie publique parce qu'il y a des troubles cognitifs, on peut avoir des problèmes de scolarisation, et puis si on parle maintenant du fonctionnement du cerveau, on sait que le cannabis est un révélateur de pathologies graves, telle qu'une schizophrénie. Donc, derrière toute addiction chez un jeune, il est important, essentiel de rechercher une pathologie psychiatrique, quelle qu'elle soit. Ça peut être de la dépression, ça peut être un trouble anxieux avec une phobie, par exemple, particulière, mais ça peut être aussi une psychose, telle que la schizophrénie. Donc, devant toute addiction, il faut la rechercher. Alors, ce n'est pas un élément sur le cerveau en tant que tel, mais c'est une complication, notamment au niveau psychiatrique, en tout cas dans la révélation de la maladie. Je vous exprime à nouveau au nom de toute l'équipe notre réel plaisir de vous retrouver et de pouvoir écrire ensemble les pages bien d'une nouvelle histoire. Alors, pour dépasser le simple contact visuel qui nous unit au travers de cet écran, je vous invite à prolonger l'aventure en commentant et en partageant nos contenus. Merci d'avoir suivi Ça coule de source
Prenez soin les uns des autres et restez libres.